comment Idrissa Gana Gueye peut-il répondre à la polémique au cœur de laquelle il se trouve depuis maintenant quelques jours? Quelle réponse rationnelle peut-il venir déposer à la table du logos, là où se jouent les enjeux en termes de lobbyisme, en termes d'évolution des mentalités, en termes de rapport de force? Alors, si vous voulez avoir cette réponse, vous êtes les bienvenus. Et cette réponse va faire suite à ma dernière vidéo que j'ai consacrée à cette affaire et où j'ai déploré le silence dans lequel s'est enfermé Idrissa Gana Gueye, où je lui ai même enjoint à prendre son courage à deux mains et à répondre à cette exigence, étant donné qu'il est convoqué sur la place publique et que son nom est jeté, comme on dit, aux chiens. Aujourd'hui, je vais, en qualité de formateur en maîtrise du langage soutenu, vous livrer une réponse qu'il pourrait livrer, qu'il pourrait apporter. Mais avant, comme toujours, vous le savez maintenant, je me dois de vous accueillir comme il se doit. Hotep Shalom Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la rage dans le cœur de Éric Zemmour et de Marine Le Pen lorsqu'ils ont appris le nom du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Je suis Ludovic Armanwanda, Prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Formation prise en charge par l'État, tellement elle est révolutionnaire, mais surtout tellement elle permet de changer son destin en prenant en main son cerveau. Ce qui suppose de prendre en main le langage soutenu, mais qui n'est pas le langage guindé, qui est le langage du logos, de la démonstration, de l'argumentation. Et aujourd'hui, dans l'affaire qui secoue l'afrosphère depuis maintenant près d'une semaine, je vais vous livrer, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, une manière de répondre de manière efficace. Alors, d'abord, je tiens à dire que je ne valide pas l'idée selon laquelle parfois le silence est d'or. Oui, effectivement, si c'est un SDF que je croise dans la rue qui m'insulte, si c'est quelqu'un qui n'a aucun impact sur ma vie, qui m'insulte ou qui tient des propos désobligeants à mon égard, je ne vais pas perdre mon temps à lui répondre. La caravane avance et les chiens aboient, cela ne fait aucun doute. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une convocation sur la place publique, lorsqu'on est au cœur d'un débat public et que son nom est convoqué et qu'il est mis en cause dans des affaires, quand on est innocent, la moindre des choses, c'est de se défendre avec dignité, soit directement avec sa voix, soit indirectement par l'intermédiaire tantôt d'un communicant, tantôt d'un avocat. Mais ce qui est sûr, c'est que le silence en l'espèce ne peut pas trouver sa place, ne peut pas être une réponse. Maintenant, je comprends que M. Gana Gueye est davantage spécialiste avec le ballon entre les jambes qu'avec le verbe dans la bouche. Ce n'est pas le seul. C'est le constat que je ne cesse de dresser ici. La langue, la maîtrise de la langue française en particulier, est le talon d'Achille de la communauté afro, à commencer par les hommes afro. C'est notre talon d'Achille. Je ne cesserai de le répéter. Nous ne possédons pas plus de 500 mots, là où il en faut au minimum 2500. Non par manque d'intelligence, mais tout simplement parce qu'on ne nous a pas transmis les clés du langage, à commencer par le langage soutenu, qui est l'arme de conviction, l'arme avec laquelle on se fait respecter en société, que ce soit au travail, que ce soit sur la place publique, ou même en famille, là où il faut convaincre, plutôt que de crier ou d'imposer en donnant des ordres arbitraires. Alors, avant de vous donner la réponse, avant de vous donner ma version, celle que Idrissa Gana Gueye pourrait utiliser, je vais, avant toute chose, moi, livrer ma position personnelle. Ma position personnelle. En tant que croyant, je suis croyant, je ne suis pas musulman. En tant que croyant, je considère que Dieu n'est pas homophobe. Que nos religions monothéistes ont des tendances qu'on pourrait qualifier d'homophobes. Ça, c'est ma position à moi. Et fort de cette position, j'aurais été à la place d'Idrissa Gana Gueye, c'est-à-dire moi, en tant que Ludovic Armanwanda, j'aurais été footballeur, j'aurais participé à cette campagne qui consiste à porter le maillot floqué LGBT. Je l'aurais porté, étant donné que je suis né, j'ai grandi en France, et ce combat contre l'homophobie, je ne vois pas de mal à m'y engager, dès lors que d'autres aussi s'engagent dans le combat contre le racisme et surtout contre l'illettrisme. Donc à titre personnel, j'aurais porté le maillot. Maintenant, Idrissa Gana Gueye n'est pas né, n'a pas grandi en France, il est par conséquent issu d'une autre culture qu'il faut respecter. Et voilà comment lui, il pourrait répondre. Je précise que j'estime que les réponses apportées par les dirigeants de son pays, que ce soit les dirigeants de la Ligue de football de son pays, ou même par la plus haute instance politique, à mon sens, certes, elles étaient bien placées parce qu'elles étaient populistes, elles réunissaient le peuple. Il n'en demeure pas moins que sur la table du logos, c'est-à-dire du raisonnement, elles n'étaient pas solides. Évoquer la tradition pour ne pas porter le maillot floqué,
c'est léger, étant donné qu'une tradition, ça évolue. Sinon, on pourrait dire que l'excision ou le mariage forcé, dès lors que c'est une tradition, il ne faut pas s'y opposer. Donc l'argument de la tradition, ou même l'argument des valeurs religieuses, c'est très, sur la table du logos, j'insiste encore, c'est très tendancieux, c'est très fragile. Maintenant, comment Idrissa Gana Gueye aurait pu répondre? Ouvrez bien vos oreilles. Je suis Idrissa Gana Gueye. Depuis maintenant quelques jours, mon nom se trouve au centre d'une polémique aux allures de tempête médiatique, que je n'ai pas appelée de mes voeux. Polémique qui, à mon grand désarroi, a même pris une allure, une ampleur internationale. Étant de nature discrète et convaincu que la meilleure réponse à apporter à la calomnie est le silence, j'ai tout d'abord préféré garder le silence. J'étais alors loin d'imaginer que mon silence de réserve allait être perçu et présenté par certains journalistes français comme un silence de lâche doublé d'un silence de culpabilité. En effet, pour ne pas avoir porté un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel, je suis taxé d'homophobie. Une accusation très lourde, qui met à mal mon honneur et que je ne peux pas prendre à la légère ni balayer d'un revers de main. Je refuse que l'on fasse de moi le symbole de ce que je ne suis pas. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de rompre mon silence, afin de rétablir la vérité, ou du moins d'exposer ma vérité, que voici et que j'adresse à mes accusateurs. Premièrement, de plateau de télévision en plateau de télévision, vous me traitez d'homophobe, au seul motif que je n'ai pas porté le maillot floqué des couleurs LGBT+. Alors que, curieusement, lorsque certains joueurs de Ligue 1 n'avaient pas porté le brassard aux couleurs LGBT+, aucun d'entre vous n'était monté au créneau, sauf erreur de ma part. En somme, vous m'avez décerné la palme de l'homophobie dans le football. Pourquoi m'avoir accordé un tel traitement préférentiel? Cette question se pose, pour ne pas dire s'impose. Deuxièmement, vous prétendez que ce maillot aux couleurs arc-en-ciel n'est rien d'autre qu'un soutien apporté à la lutte contre l'homophobie. Sauf qu'il y a d'un côté ce que vous affirmez et de l'autre ce que le monde voit. Or, la vérité est la vérité. Quand on voit le drapeau arc-en-ciel, je suis désolé, mais on ne pense pas à la lutte contre l'homophobie, on pense plutôt à la fierté d'être homosexuel. N'importe quel micro-trottoir que vous feriez dans la rue en attesterait. Et pour cause, c'est ce drapeau que l'on voit en abondance lors des Gay Pride ou à l'entrée des établissements LGBT+. Ainsi, à bien y regarder, on peut se demander si demander à quelqu'un de porter un maillot arc-en-ciel pour afficher son soutien à la lutte contre l'homophobie, ne serait-ce pas comme demander de porter un maillot noir et fier pour afficher son soutien contre dans la lutte contre le racisme. C'est faire preuve d'une grande confusion. Et cette confusion me paraît si évidente qu'elle soulève une interrogation. Derrière cette lutte ô combien légitime qui vous anime, n'avez-vous pas cherché à instrumentaliser les joueurs de football en les transformant non pas en ambassadeurs de la lutte contre les violences homophobes, mais en panneaux publicitaires pro-homosexualité? Là encore, la question se pose et s'impose. Et enfin, troisièmement, respectueux du combat que vous menez, je n'ai pas cherché à afficher publiquement mon refus de porter le maillot arc-en-ciel. Bien au contraire, je me suis contenté de rester en retrait. En un mot, j'ai invisibilisé mon choix personnel. Et à ce titre, je n'ai en rien fait barrage à l'effet escompté à travers votre initiative, puisque aucun spectateur, aucun téléspectateur n'a remarqué mon choix. Sans parler du fait que des joueurs infiniment plus populaires que moi ont porté ce maillot arc-en-ciel. Devant cet état de fait, là encore, une question se pose et s'impose. Pourquoi avez-vous tenu à rendre visible mon invisibilité? Pour le dire autrement, pourquoi avez-vous absolument tenu à faire de moi, joueur du PSG, le symbole de l'homophobie dans le football? Je me dis que c'est peut-être parce que vous voyez en moi autre chose qu'un joueur de football. Peut-être que vous voyez en moi un Africain, qui plus est de confession musulmane. Et ainsi qu'à travers moi, vous avez cru pouvoir faire le procès et de l'Afrique et de l'islam. Peut-être. Ceci étant dit, n'ayant pas la chance d'avoir votre audace, je me garderai bien de transformer cette question, ce doute, en certitude absolue. Je n'ai pas ce pouvoir de sonder les reins et les cœurs.
Seul Dieu le miséricordieux a ce pouvoir. Et vous, apparemment, si l'on en croit vos déclarations, ce doit être aussi cela, le privilège blanc. En guise de conclusion, je tiens à dire que, comme le prouve mon parcours de vie, je suis contre toute forme de violence, que ce soit celle qu'on peut subir en raison de son orientation sexuelle, en raison de sa couleur de peau, en raison de sa religion, en raison de son appartenance ethnique, en raison de son genre ou en raison d'une simple divergence d'opinion. Et entre nous soit dit, le jour où un maillot consacré à la lutte contre toutes ces violences devra être porté, je serai parmi les premiers à le faire. Soyez-en sûrs. En attendant ce jour, et avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de bien vouloir respecter la Déclaration des droits de l'homme ainsi que la Constitution française qui protège ma liberté de conscience. Et au besoin, vous pouvez consulter l'ancien magistrat Philippe Bilger qui en connaît un rayon en la matière. Et ce faisant, je vous invite à trouver une autre cible. Parole d'un Africain, parole d'un musulman, mais avant tout, parole d'un homme libre. Voilà ma réponse que Idrissa Gana Gueye pourrait servir. Et à travers cette réponse, vous comprenez la force du logos. Pas le temps pour les insultes, pas de place pour les attaques personnelles. Rien que le logos, c'est-à-dire rien que l'argumentaire, en utilisant les reformulations, les verbes de modalité, les questions rhétoriques, le sarcasme. Ce sont autant d'outils dont nous devons dorénavant nous armer, nous autres hommes afro, pour être des dignes représentants. Cheikh Anta Diop, en son temps, lorsqu'on avait balayé sa thèse concernant la négro-africanité des Égyptiens pharaoniques, plutôt que de garder silence, ou plutôt que de crier au racisme, qu'est-ce qu'il a fait? Sinon, s'asseoir à la table du logos, dégainer les armes et rouler le raisonnement. Au final, en 1971, au colloque du Caire, sa thèse a été validée et aujourd'hui considérée comme une vérité indiscutable. Avec le logos, avec la force de l'argumentation, on arrive à tout, mais encore faut-il le maîtriser. Noblesse oblige.